Bonjour Elisabeth K. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur TV5 Monde, vous l'animatrice sur Arte, sur tant d'émissions qui faites partager votre goût pour la culture, pour les artistes, pour la musique, pour tous ceux qui écrivent. Et là, c'est votre tour. Ça s'appelle La nuit se lève, publié chez Grasset. C'est un livre dont tout le monde parle, mais c'est un livre très personnel et à la fois très universel. Vous y racontez quelque chose qui vous est arrivé un jour, devant les yeux. La maladie, j'y raconte le glaucome, la maladie qui me frappe et qui frappe beaucoup de gens en France. Voilà, donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le journal d'un glaucome, ce qui serait un peu aride, mais en 2008, lorsqu'on a dépisté cette maladie et lorsque j'ai réalisé qu'elle était très avancée, je me suis interrogée d'une part sur ma capacité de combattre la fatalité, ma capacité à surmonter les diagnostics lorsqu'ils sont relativement alarmistes, sur la perte, pas seulement la perte de la vision, je n'en suis pas là, Dieu merci, mais notre rapport à tous à la perte, oui, à ce qui nous menace, s'il s'agit de perdre un sens, quel qu'il soit d'ailleurs. Alors aussi, que nous nous sentons totalement infaillibles et forts. Oui, ce qui est extraordinaire, ça commence par une consultation médicale brutale, vous venez de le dire. Oui. Et puis vous découvrez finalement que vous êtes comme un cheval qui aurait des œillères. C'est qu'en quelque sorte, vous avez votre champ de vision raccourci. C'est l'image. Oui. C'est l'image rétrospectivement qui m'a semblé la plus juste pour décrire ce que je ressentais et que je n'arrivais pas à identifier et qui m'a conduit chez le médecin. Oui. C'est ça. L'image d'un cheval de labour avec des œillères. Oui. Ce qui correspondait à être un être vivant auquel on rétrécit le champ visuel. Oui. C'est le symptôme, enfin, c'est-à-dire que le glaucome est une maladie sans symptômes ou qui peut être asymptomatique. Et moi, j'ai pas à pas refait l'enquête sur ce qui m'a mené chez le médecin. Oui, mais parce que vous vous dites, au fond, la maladie, je la vois, elle est devant moi, oui, elle est devant mes yeux. Je la vois. Vous la découvrez à travers quelque chose qui obstrue votre regard. Un petit peu. Vous faites face à cette maladie. Bien sûr, je fais face. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que faire face ? Non seulement je fais face, mais je suis une bonne malade. Je me soigne extrêmement soigneusement, obsessionnellement. Et je fais plus que me soigner. Je considère que l'allopathie, c'est-à-dire la médecine classique, est indispensable, mais qu'il y a énormément d'autres façons. Il y a une façon peut-être plus large, plus holistique, plus spirituelle de se soigner, de prendre soin de son corps et de son esprit et de ses yeux. Parce que les yeux ne sont pas, ou plutôt la vision n'est pas qu'une histoire rétinienne, vous le savez, vous aussi. Donc il faut faire appel à toutes les ressources qu'on a à notre disposition. Mais elles sont grandes, parce que ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'au fond, vous nous amenez à découvrir, alors vous allez chercher des livres, des gens qui ont écrit sur le sujet, des exemples, des gens qui ont vécu des choses semblables, et puis au fond, vous découvrez des choses que vous ignoriez, y compris dans votre entourage, c'est-à-dire que vous apprenez à voir autre chose, à voir autrement. J'espère. C'est vous qui le dites. Vous savez, quand on vous dit vous êtes malade, vous avez une maladie chronique, c'est une saloperie. Beaucoup de gens sont atteints de la même maladie, ça peut déboucher à terme, si on n'arrive pas à enrayer l'évolution du mal. Je dis bien si, sur la cécité, vous êtes pétrifié par le diagnostic. Et puis, tout de suite après, vous vous rebellez. Dans le bon sens du terme, vous découvrez ce qui est la caractéristique universelle de notre humanité, c'est l'adaptation. Oui, et l'amour, vous découvrez l'amour aussi, quelque part, d'une autre manière. Bien sûr, mais l'amour passe par toutes sortes de canaux. Mais je découvre avant tout qu'on est capable de s'adapter à la perte de quelque chose et que ce qui vous est enlevé peut vous être non pas rendu, mais peut être compensé d'une autre manière, par un regard différent, par une concentration différente, par une manière de tamiser, de faire le tri, de hiérarchiser les choses. Voilà. Donc j'en suis là, je suis à ce moment-là de mon existence et de ce rapport à la maladie. Vous avez des mots extraordinaires, par exemple, vous dites à un moment, on peut aimer avec des yeux au bout des doigts. Oui, c'est Georgia O'Keeffe, l'artiste américaine, vous savez, la peintre américaine qui m'a inspiré cette expression, qui n'est pas de moi d'ailleurs. Georgia O'Keeffe, grande artiste du XXe siècle, qui est devenue aveugle à 80 ans et quelques, elle est morte à 95 ans. Et une fois devenue aveugle, elle ne pouvait plus peindre. Donc elle a décidé de faire de la céramique. Et elle considérait qu'elle avait des yeux au bout des doigts. Eh bien oui, on a des yeux au bout des doigts, sauf qu'on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte, on est paresseux. On est confiant, pleinement confiant dans ce sens souverain qu'est la vision. Et on oublie un petit peu que, comme quand vous étiez petit, si on ferme les yeux en écoutant de la musique devient visuelle. Et la symphonie est aussi visuelle. On oublie qu'on a des yeux
yeux au bout des doigts. Et on est bien obligé de s'en rendre compte. Et c'est une épiphanie incroyable. Quand vous avez un de vos sens qui baisse un peu, tous les autres peuvent se révéler à vous, Oui, dans leur, vous oui. savez, dans leur complétude. C'est un extraordinaire voyage que vous faites, je disais, parmi des auteurs, parmi des êtres comme Jacques Lucéran, où vous dites, et vous le citez, qui dit j'ai été jamais aussi heureux que lorsque j'ai, de 8 à 20 ans, lorsque j'étais aveugle. Incroyable. Qu'au fond, et alors qu'il fut déporté à Buchenwald. Oui, ça c'est une autre, ça c'est la dimension mais au fond, parallèle. il avait appris à avoir cette force-là. Écoutez, il avait la foi. Il avait la foi, mais surtout, quand il est devenu aveugle, il a considéré que c'était une chance. C'est complètement paradoxal, c'est même presque révoltant. Enfin, on peut se révolter contre ce qu'il disait, mais après tout, pourquoi pas? Et il disait, Lucéran, tout mon corps voit. Mais c'est ce que disent la plupart des aveugles. Oui, c'est ça, le corps voit de manière entière. On voit avec son corps. Paraît-il. Je ne sais pas. Je vois, moi. Je ne suis pas encore malvoyante et je ferai tout pour ne pas l'être. Mais tous ces destins, toutes ces adaptations, toutes ces résiliences, tous ces gens qui ont entamé ce voyage vers un agrandissement, un accroissement de leur périmètre d'expression, ça m'a fascinée. Et comme je suis moi-même malade chronique, j'ai voulu restituer ce qui m'a fasciné dans leurs expériences et être peut-être un secours pour ceux qui sont eux aussi malades. Bien sûr. Et que la maladie effraie. Oui. Little Big Man, il dit au fond, il se croit invisible parce qu'il ne voit pas. Ah, le chef indien, le regard sur son, parce que ça, c'est yeux. intéressant aussi dans votre livre, Elisabeth Quint. Parce qu'on voit le regard sur son propre corps qui change. Bah oui, fermez les yeux, prenez une douche. Voilà, fermez les yeux, prenez une douche et voilà, passez le savon sur vous et dites-vous, tiens, c'est drôle, toutes ces, voilà, c'est calleux, c'est rugueux, c'est doux, on n'y pense pas. Et puis tout d'un coup, on est forcé d'y penser et c'est des mondes qui s'ouvrent. Oui, voilà. C'est le monde de l'invisible. Mais oui, c'est le la monde relation de avec l'invisible. Mais nous ne sommes pas que nécessité biologique. Nous sommes, enfin j'en suis absolument convaincue, dès que vous pensez à la spiritualité, la religion ou juste l'art, pour ceux qui ne croient pas, enfin je veux dire, la dimension artistique de l'existence d'un homme fait qu'on est évidemment convaincu que la réalité a un envers et que cet envers est plein de plis et que dans ces plis il y a de l'invisible, il y a de l'esprit, il y a de l'intuition, il y a de l'énergie, il y a de l'électricité, il y a de l'instinct, il y a tout ce qui fait que la réalité n'est pas unidimensionnelle. C'est là où il faut aller puiser. Oui, mais vous dites aussi le sablier se vide. Quelque part. On me l'a dit. Il y a la notion du temps. On me l'a dit, c'est pas moi qui le dis. On me l'a dit, c'est un médecin qui me l'a dit. Mais c'est intéressant. Quand on se prend ça en pleine poire, ça force à se prendre en main. Et quand ce médecin m'a dit le sablier se vide, donc il faut prendre des décisions, il faut se soigner encore mieux, il faut se faire opérer. Oui, c'est dur d'entendre le sablier se vide par rapport à vos nerfs optiques, mais ça force à prendre des décisions et à décider résolument. De prendre en main son destin. Oui, vous avez à un moment une expression, vous dites la vue devant soi, c'est un jeu de mots évidemment, voir mieux, vivre mieux, chiche. Voir moins et vivre mieux, chiche. C'est-à-dire qu'on peut. Mais écoutez, il y a plein de gens dans les rues. Il y a plein de gens, il y a des artistes, il y a des écrivains, il y a des chercheurs, il y a des historiens, on en connaît, on les croise, qui sont aveugles, qui sont très malvoyants, qui sont nés comme ça, ou qui ont été accidentellement, qui ont perdu la vue, et qui continuent à être utiles, à aimer, à être aimés, et à être utiles dans leur communauté, s'ils le peuvent. C'est qu'ils le peuvent, non mais c'est une tautologie, mais c'est donc que la vie ne s'arrête pas si la vue s'arrête. Et paradoxalement, en parlant avec des malvoyants, en parlant avec des gens qui sont malades, qui ont des maladies ophtalmiques, etc., je me suis rendu compte que les gens sourds, confrontés à la surdité, étaient beaucoup plus sujets à la dépression que les gens malvoyants, voire aveugles. C'est intéressant, c'est contre-intuitif. On a l'impression que si on ne peut plus percevoir la réalité à travers la vue, tout s'effondre. Eh bien, en fait, non. Oui. C'est ça la grande découverte. Oui. On pourrait dire à trop voir. À trop voir, peut-être qu'on ne voit plus rien. Oui. On vit à une époque où on est vu, la transparence, la visibilité maximale, les écrans qui font écran, enfin vous connaissez ça aussi bien que moi. Oui, parce tout que ça, vous tout dites, ça nous évidemment, vous ne interpelle. voyez pas celui qui vous regarde à la télévision, par exemple. Ah oui, vous parlez de cet écran-là. Mais là, c'est une autre forme d'écran, parce qu'au fond, c'est un jeu. C'est le jeu de dupe de la télévision. On en parle ici, on fait de la télévision, vous savez bien que les gens vous voient, croient que vous les voyez. Enfin, il y a un truc un peu sorcier, à la fois enfantin, sorcier, un jeu de dupe. Oui, c'est amusant de réfléchir à tout ça, et de relativiser, et de rester assez humble, et de se dire, ce qui compte au bout de tout ça, c'est
Allez, je vais dire un truc totalement emphatique, l'amour. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Au fond, c'est un livre d'amour. À un Ouais. moment, vous dites, je suis à l'opéra, je ne sais plus ce que vous êtes en train de regarder. La voix humaine, Ouais, j'allais de presque Poulenc dire. et Cocteau. Ouais. Et vous avez envie de fermer les Et yeux. j'ai fermé Vous ne les regardez yeux. plus l'orchestre. Non. Et là, vous entendez, il y a une espèce, vous dites l'orchestre, vous dites à un moment rugit. Il y a une Ouais, espèce ouais. de, c'est autre chose. Un rugissement vous entendez orgasmique. autre chose. Oui, Hein? bien sûr. Oui, évidemment. Tout se déploie d'une autre manière. Très intéressant. Merci beaucoup, Elisabeth K. Ça s'appelle La nuit se lève. C'est un livre formidable pour tout le monde. C'est Mais chez oui. Grasset. Merci infiniment. Merci beaucoup, Elisabeth.